la une ce soir, la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan. Au menu, le renouvellement des instances de l'organisation. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire observe depuis hier le Ramadan. Nous expliquerons dans cette édition pourquoi le début du jeûne correspond à l'observation du croissant lunaire. En Égypte, c'est la difficile formation d'un gouvernement de transition par le nouveau Premier ministre. Les frères musulmans refusent d'y participer. Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI 2 et merci de nous suivre. Les travaux de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, ont démarré le 8 juillet dernier à Abidjan autour du thème « Les parlements au cœur de la construction de la nation ». En ligne de mire, le renouvellement des instances de l'organisation. La rencontre est également doublée de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. Explications et détails à Mikanga. 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan. Thème retenu, les parlements au cœur de la construction de la nation. 35 délégations parlementaires vont réfléchir sur des thématiques qui touchent à la sécurité, l'économie et la politique. Cette session est donc l'occasion d'asseoir les bases d'une coopération globale pour une consolidation du concept de la nation. La réintégration de la section ivoirienne au sein de notre Assemblée l'an dernier à Bruxelles a été le premier jalon d'une coopération nouvelle entre l'APF et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le lieu de réaffirmer que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire pourra toujours compter sous le soutien total de l'APF. Réaliser l'unité en préservant la diversité par le dialogue, les débats et les compromis, une prescription du secrétaire général de la francophonie. Quand nous parlons de paix, d'égalité, il faut qu'à l'intérieur de notre Côte d'Ivoire, nous réalisions au préalable la paix entre tous les Ivoiriens, l'unité de tous les Ivoiriens et surtout l'égalité entre tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est. Le Parlement qui vous accueille aujourd'hui est à un point douté une institution efficace, avec à sa tête un président actif qui a su l'ouvrir au monde et aux meilleures pratiques législatives. Il contribue à la modernisation de la société et au renforcement des normes démocratiques dans notre pays. Je suis convaincu que l'Assemblée parlementaire de la francophonie saura constituer un atout pour notre Parlement, dont 3 parlementaires sur 4 siègent pour la première fois dans l'hémicycle. La francophonie est l'ensemble des pays ayant en partage l'usage de la langue française. C'est donc ensemble que l'Assemblée parlementaire des pays francophones va donner tout son sens à l'Assemblée nationale, lieu de construction et d'identification à une nation et aussi source de démocratisation des États. Des doléances présentées aujourd'hui par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI, à la ministre de tutelle, Afoussiata Bambalamine. Au nombre de ces revendications, on retient entre autres la subvention de l'État ivoirien pour l'impression des journaux, la ratification de la Côte d'Ivoire à la Convention de Nairobi et la dette des annonceurs publicitaires à la presse ivoirienne, estimée à plus de 400 millions de francs CFA. Le GEPSI a aussi souhaité que toutes ces réclamations soient réalisées d'ici à la fin 2013. On va maintenant découvrir ensemble les coulisses du monde de la calligraphie en Côte d'Ivoire, un secteur pourvoyeur d'emplois mais qui stagne encore dans l'informel. Aujourd'hui, les œuvres calligraphiques, pancartes et banderoles semblent être abandonnées au profit des ouvrages d'impression numérique. Alors, comment expliquer cette ruée vers les productions numériques? C'est ce que nous explique Franck Quadio. Tout part d'une esquisse souvent faite au crayon, puis la naissance des formes et des différents contours, l'art de la calligraphie, un papier ou une toile pour reproduire le message, souvent un dessin ou même un slogan, voire une annonce. Salem est diplômé de l'INSAC. Installé dans cet atelier depuis 4 ans, il a choisi la calligraphie comme un moyen d'expression. La matière encore plus résistante et c'est la créativité.
la calligraphie, c'est l'art de savoir bien écrire. Donc nous pensons que la calligraphie a toujours sa place. Voilà. Et aujourd'hui, ça nourrit son homme. Un métier donc qui s'exerce le plus souvent manuellement, mais depuis quelques années gagné par les nouvelles technologies. Et une fois passé au crible des pixels, la calligraphie se mue en impression numérique. Et ils sont plusieurs anciens calligraphes piqués par le virus. Nous sommes au 21e siècle, non? Voilà, on ne peut pas faire les trucs d'avant. Nous-mêmes, on faisait la calligraphie, mais on ne fait plus. On travaille plutôt sur le numérique maintenant. Et le résultat est jugé utile et agréable par les utilisateurs. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Et puis, les gens préfèrent ça parce que c'est plus facile à présenter les produits. Certains irréductibles, cependant, préfèrent l'originale sobriété des enseignes des travaux calligraphiques. Ce ne sont pas des images que les gens ont importées pour venir coller sur des supports, mais c'est la personne qui l'a fait qui a vraiment eu l'idée de pouvoir créer cela. C'est plus original. L'activité tend cependant à perdre son caractère d'origine. Plus besoin d'être un bon dessinateur. Un ordinateur et une imprimante désormais suffisent à chacun de s'adapter comme il peut. Comment promouvoir les politiques et pratiques innovantes pour la formation professionnelle et l'éducation en Afrique? C'est ce que 14 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont essayé de comprendre à ce séminaire sur les cadres nationaux de certification. On fait le point avec Ami Kanga. 70% de jeunes accédaient au cycle primaire en 2010 et seulement 60% achevaient ce cycle. Aujourd'hui encore, ces chiffres sont en baisse. La formation et la professionnalisation de tous les Africains, notamment les jeunes, sont pourtant une priorité. D'où la tenue d'un séminaire en vue de valoriser et reconnaître les compétences acquises par la formation et la professionnalisation en situation de travail. Un séminaire initié par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, et le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. De nombreuses compétences se développent au quotidien, dans des contextes de travail divers et variés, au-delà, je dis bien au-delà même des contextes classiques dits formels. Nous devons donc prendre en compte ces volets de formation en leur conférant reconnaissance et dignité dans l'intérêt de notre jeunesse et de nos économies. C'est pour cela, dis-je, que mon département n'a pas hésité à accompagner l'ADEA à aider les pays africains à promouvoir le développement des compétences sous toutes ses formes. Des experts de 14 pays d'Afrique mutualisent donc leurs expériences pour favoriser le développement des compétences techniques et professionnelles. Ce séminaire interpays sur les cadres nationaux de certification pour aussi relever le défi de l'emploi et du développement durable. L'ADEA invite les responsables de la formation professionnelle à s'investir dans la croissance du niveau de qualification des apprenants et des enseignants, toute chose qui favoriserait l'insertion professionnelle des jeunes en quête d'emploi. En bref, sachez que plus de 80 responsables ou proches du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, dont son épouse Simone Gbagbo, seront jugés en cour d'assises pour leur implication présumée dans la crise meurtrière de 2010 à 2011. C'est ce que déclarent aujourd'hui leurs avocats. La date des procès n'est pas encore fixée. Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire ont commencé hier mardi le jeûne du mois de Ramadan, moment de réflexion et d'adoration de Dieu. La tradition veut en effet que la date du début du jeûne soit établie à partir de l'observation du croissant lunaire. Les explications de Hamza Diaby. Chaque année, la même confusion au sujet du début et de la fin du mois de Ramadan. D'un côté, les pays qui anticipent et de l'autre, ceux qui retardent le jeûne et sa rupture. Un fait lié à la vision ou non du croissant lunaire. Et pourtant, pour les autorités islamiques ivoiriennes, il n'y a pas lieu de polémiquer. C'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Jeûnez dès que vous voyez le croissant lunaire et arrêtez le jeûne du Ramadan dès que vous voyez le croissant lunaire. » Selon l'imam Sékou Sylla, un jour peut-être, la communauté musulmane mondiale s'accordera sur une date unique, mais pour l'heure, chaque pays s'en tient à l'observation effective du croissant lunaire. Si, d'aventure, nous et nos voisins, nous arrivons à nous mettre d'accord
sur les règles du travail et que la confiance s'établit entre nous, il n'y a pas de doute que vienne un jour où on puisse ensemble commencer et terminer. Cela, nous l'envisageons pour le futur. Observer la lune donc avant le début du jeûne, une recommandation du prophète de l'islam. Pour les fidèles musulmans, il n'y a alors pas de calcul scientifique qui tienne. Ces données scientifiques peuvent peut-être venir pour confirmer, mais pour l'heure, en tout cas, la communauté musulmane mondiale estime que la tradition prophétique, elle a toute sa portée. Les inscriptions coraniques ont toute leur portée et donc ne sauraient être mises en marge au profit de l'évolution technologique. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman, un moment de réflexion et d'adoration d'Allah. Au cours de ce mois, les musulmans observent le jeûne, 4e pilier de l'islam, qui a pour but de leur enseigner la patience, la modestie et la spiritualité. L'actualité en Égypte est marquée par les différentes consultations du nouveau Premier ministre Hazem El Beblaoui pour mettre en place un gouvernement provisoire, une action très difficile puisque si certaines forces politiques semblent coopérer, comme le Front de Salut National, d'autres partis, à l'exemple des Frères musulmans, refusent fermement d'intégrer le futur cabinet. Le nouveau Premier ministre égyptien Hazem Beblaoui a entamé mercredi des consultations pour former un gouvernement à la demande du président par intérim Adli Mansour. Cet ancien ministre des Finances de 76 ans aura la lourde tâche de redresser l'économie et de réconcilier le pays. Et les Frères musulmans ont d'ores et déjà refusé sa proposition d'entrer au gouvernement. La tension reste vive dans le pays. La justice égyptienne a ordonné l'arrestation de plusieurs hauts responsables des Frères musulmans, dont le guide suprême de la confrérie Mohamed Badi, accusé d'incitation à la violence lors des manifestations qui ont fait 50 morts lundi. Ceux qui sont arrivés au pouvoir sur des tanks, sur le sang de nos martyrs, sur le corps de nos enfants et sur la dignité et la liberté des Égyptiens n'ont aucune dignité dans notre pays. Nous ne les acceptons pas. Mohamed Al-Barada, chef du FSN, une coalition laïque, fait également son entrée au sein du gouvernement. Il récupère le poste de vice-président en charge des relations internationales. Des nominations d'ores et déjà rejetées comme illégitimes par les sympathisants des Frères musulmans, mais qui ont obtenu le soutien du camp laïque et libéral. Nous avons besoin de quelqu'un qui fasse marcher le pays, qui relance la production et donne du pain aux citoyens pauvres, pas quelqu'un qui fasse chavirer le navire. Non! Le président Adli Mansour a désigné un nouveau procureur général et dévoilé son projet de réforme de la Constitution. Il prévoit des élections législatives début 2014, suivies par un scrutin présidentiel. Un plan de transition déjà critiqué par les partisans des Frères musulmans qui ont de nouveau investi les rues du Caire. Comment va Nelson Mandela? Selon la présidence sud-africaine, l'ex-chef d'État hospitalisé depuis plus d'un mois à Pretoria réagit au traitement, mais son état est toujours considéré comme critique. Aujourd'hui, les anciens compagnons de Madiba témoignent sur sa contribution à la lutte anti-apartheid. Lily Slif, la ferme où les dirigeants d'Umkhonto weSizwe, la branche armée de l'ANC, se réunissaient. Le 11 juillet 1963, une opération de police décapitait l'organisation. 50 ans plus tard, 3 camarades de lutte se retrouvent. 2 d'entre eux ont passé plus de 20 ans en prison avec Nelson Mandela. Ils donnent de lui une image un peu oubliée, celle d'un partisan de la lutte armée. Son attitude était claire dans le manifeste d'Umkhonto weSizwe qu'il a signé en tant que commandant en chef. Il arrive un moment dans la vie d'une nation, je le cite avec plus ou moins de précision, où il n'y a qu'une alternative, ou se soumettre et vivre à genoux, ou se lever et combattre. Notre décision est de combattre, et nous développerons une force militaire en vue de prendre le pouvoir. Lily Slif, transformée en musée, est la mémoire de cette époque. Mandela dirigeait les opérations militaires, il vivait dans la clandestinité. Juste avant d'être arrêté, il avait été envoyé en mission à l'étranger pour récolter des fonds pour le mouvement anti-apartheid. Bob Heppel, son avocat à l'époque, rappelle que la lutte armée était inévitable. Les gens se battaient déjà dans les campagnes. Dans plusieurs provinces, ils étaient en révolte contre le gouvernement, luttant dans une situation de guérilla désorganisée.
Et le point de vue de leaders comme Mandela et beaucoup d'autres comme Walter Sisulu était qu'il fallait prendre le contrôle de tout cela. Même si l'ANC a longtemps prôné la non-violence, Nelson Mandela n'était pas un Gandhi. Les actions armées étaient cependant limitées, comme le rappelle Ahmed Kathrada. Cette phase de la lutte consistait à recruter des volontaires et à les entraîner à la fabrication et la pose de bombes. Partout où il était écrit « réservé aux Européens », il y avait une bombe. Mais chaque recrue faisait le serment de ne pas faire de mal aux êtres humains. C'est pourquoi les bombes étaient posées la nuit quand il n'y avait personne. Le temps d'une soirée, les trois camarades sont revenus sur cette opération policière qui a retardé de 30 ans l'avènement de la démocratie et d'un régime multiracial. En bref, l'opposition syrienne appelle la communauté internationale à faire pression sur le président Bachar al-Assad afin qu'il accepte une trêve pour le Ramadan dans la province dévastée de Homs. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI2. En plein cœur du village québécois.